Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Allô tout le monde, bienvenue à cette capsule numéro 5 du projet FORMO, intitulé Qui s'occupe de gérer l'eau. On sait que l'eau est essentielle à la vie, mais qui en prend soin? Au Québec, plusieurs acteurs collaborent pour assurer une gestion durable de cette ressource, des municipalités au ministère, en passant par les organismes régionaux et les citoyens. La gestion de l'eau est un véritable travail d'équipe. Et justement, aujourd'hui, on vous propose de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. On a le plaisir de recevoir Sébastien Cotinet, directeur de politique au réseau des organismes de bassin versant du Québec. Sociologue de formation, il cumule plus de 20 ans d'expérience auprès des communautés, des réseaux et des organisations à titre de conseiller en développement et gestionnaire de projets. Passionné pour la mobilisation, la gouvernance et les enjeux environnementaux, il s'intéresse particulièrement à la gestion intégrée de l'eau et au rôle stratégique des OBV dans le Québec d'aujourd'hui et de demain. On est très heureux d'avoir avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Michael. Et Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour débuter la discussion, on entend souvent parler des OBV quand il est question de gestion de l'eau, mais pour plusieurs, ça reste un peu abstrait. Alors, pour commencer simplement et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'un organisme de bassin versant et que fait-il concrètement? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2002, le gouvernement du Québec s'est doté d'une politique de l'eau. Puis, au fil des ans, après, la politique a décidé de définir dans le bassin versant du fleuve Saint-Laurent 40 zones de gestion, donc 40 zones de bassin versant, pour pouvoir travailler ou faire réfléchir tout le monde de manière cohérente à l'intérieur des écosystèmes hydriques. Ça veut dire qu'un bassin versant, pour bien comprendre, là, c'est une zone où est-ce qu'on part du point haut, donc l'eau, quand, par exemple, l'eau de pluie tombe ou la rivière qui coule, etc. Tout ça converge un peu en forme d'entonnoir à partir du point haut et ça va descendre et éventuellement faire son chemin via des tributaires du fleuve, des grandes rivières. Il y en a plusieurs. Je prends un exemple, une des plus grosses, la rivière des Outaouais, qui descend, qui arrive dans le lac des Deux-Montagnes, la rivière Saint-Maurice, la Richelieu, on peut nommer l'exemple aussi du lac Saint-Jean avec le fjord, puis le Saguenay qui se déverse aussi dans le fleuve. Fait qu'on comprend qu'un bassin versant, donc c'est une zone définie, où à son point le plus haut, jusqu'à son tributaire central, l'eau va faire son chemin et éventuellement se rendre au fleuve Saint-Laurent. Il y a 40 zones comme ça qui ont été définies. Puis, donc, il y a 40 tables de concertation, je dirais, autour des organismes, des bassins versants. Où est-ce des acteurs peuvent se rencontrer puis discuter. Donc, ça permet, dans une zone, que des acteurs de différents domaines puissent s'asseoir ensemble puis réfléchir autour d'enjeux de l'eau. Ça permet éventuellement de développer un plan directeur de l'eau. Ça, c'est le mandat principal des organismes de bassin versant, de faire une planification autour des enjeux propres à cette zone de gestion-là. Puis éventuellement, il y a un plan d'action qui découle de ça et les gens, les acteurs de l'eau autour de la table vont faire le suivi. En gros, c'est ça. Nous, le regroupement, on est l'organisme provincial là, qui relie tout le monde ensemble parce qu'on travaille un peu comme une famille, comme les mêmes enjeux, les mêmes approches, en tout cas beaucoup d'enjeux qui se ressemblent. On va se donner des trucs ensemble, on va travailler, on va s'informer, etc. Fait qu'on forme la grande famille des OBV. Super, merci pour ces explications. Et maintenant qu'on comprend mieux le rôle des OBV, et j'aimerais qu'on prenne un petit pas de recul pour approfondir un peu. Quand on parle de gestion de l'eau, qu'est-ce que cela signifie concrètement et pourquoi est si important? J'ai nommé en introduction l'idée qu'il y a un plan directeur de l'eau qui doit être fait par zone de gestion, par bassin versant.
Puis ensuite, il y a une table de concertation des acteurs qui vont se parler pour se synchroniser, si on veut, autour des actions. Et ça, c'est pour améliorer la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, souvent, quand on la nomme de facto, souvent, on va penser à l'eau potable. Parce que quand on gère l'eau, on y va souvent en pensant un peu par silo en termes d'usage. Et l'usage de l'eau potable, c'est la plus évidente pour tout le monde. On tourne le robinet, on a l'eau dans la maison, on arrose dehors. Puis là, j'élargis un peu. On est en agriculture, il y a les intrants. L'eau est utilisée pour permettre l'agriculture. On a ça en industrie aussi, dans certaines entreprises. Éventuellement, ça change d'usage quand on tombe dans le récréotourisme. Parce qu'après ça, un lac va être un produit d'appel. Mais vous comprenez que plus on a d'usage, plus on se donne un angle sur la gestion de l'eau. Fait que souvent, on a un a priori de dire la gestion de l'eau, c'est d'abord l'accès à l'eau potable pour la consommation. Mais c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Puis la loi qu'on a au Québec, qu'on s'est donnée, donc la loi sur l'eau, c'est son diminutif, puis j'ai de la misère à retenir par cœur le titre au complet, mais c'est une loi qui définit le caractère collectif de l'eau pour tous, puis du mode de gouvernance qui vient avec. Mais donc, on s'est donné une façon de le faire pour justement être capable de se parler à l'extérieur des silos et pas juste parler d'eau potable, mais éventuellement parler aussi de plans récréatifs, de gestion de ruissellement, parce qu'à un moment donné, il pleut. Le grand cycle de l'eau, c'est pas juste l'eau qu'on consomme, c'est l'eau aussi qui tombe sur nos territoires, puis qui va se faire un chemin. Il va falloir jouer avec ça. La journée qu'on enregistre, on entend dans les nouvelles aujourd'hui qu'il va y avoir du verglas. On va jouer avec la neige, tout ça. Au printemps, on a un moment où est-ce qu'il y a des crues. Donc, l'eau va se mettre à déborder parce que, en fait, en concours de circonstances, il y a la neige qui fond, il y a la pluie qui tombe, la chaleur accélère tout ça. Fait qu'il y a plusieurs angles à la gestion de l'eau, puis l'idée, c'est donc d'élargir ou de comprendre qu'au-delà de la gestion de l'accès à l'eau potable, il y a tout le reste, parce que c'est la même eau, en fait, quand on enlève les silos puis les usages, dans le grand cycle de l'eau. Il faut être capable de comprendre où on a des impacts. Et à tous ces moments-là, quand on a une meilleure vision large, une meilleure gouvernance, on peut commencer à parler de gestion durable de l'eau. Parce qu'on l'aborde dans un sens large, puis on voit les interférences entre les différents usages. On est capable, finalement, de travailler ensemble pour s'assurer d'avoir le moins grand impact sur la ressource. Donc, c'est ça. La gestion de l'eau, c'est du côté humain, on va dire, c'est bien comprendre l'écosystème pour être capable d'avoir le moins d'impact possible, puis pouvoir profiter le plus durablement possible de cette ressource-là, ensemble. Super, maintenant que c'est plus clair le concept. C'est qui est responsable de l'eau au Québec? Est-ce que c'est uniquement vous, les organismes de bassin versant, ou des autres acteurs comme les ministères, les municipalités sont aussi impliqués? En fait, qui est responsable de l'eau? Il y a plusieurs volets à cette question-là. Comme j'ai dit, il y a une loi qui définit le caractère collectif au Québec de l'eau. Fait qu'on s'est dit que c'était une richesse collective, c'est une ressource qui est à tout le monde, entre guillemets. Donc, on parle de droit, d'accès à l'eau potable, tout ça, c'est un droit, mais éventuellement, c'est une responsabilité aussi. Fait qu'à quelque part, on est tous un peu responsables, mais à l'intérieur de ça, on peut définir des rôles qui sont complémentaires. Le premier responsable, évidemment, c'est le gouvernement. Et dans le gouvernement, particulièrement le ministère de l'Environnement, qui est responsable du cadre légal, des normes, puis du financement des programmes pour encadrer tout ça, donc pour définir, je dirais, l'espace dans lequel on doit travailler, puis les grandes lignes directrices qu'il faut suivre. Après, on est au niveau de la gouvernance provinciale, on va dire. On va descendre, puis on arrive au niveau de la gouvernance locale, donc les municipalités, les MRC. Eux aussi vont définir une forme d'utilisation de l'eau par rapport au champ de responsabilité qu'elles ont. En l'occurrence, ici, beaucoup l'eau potable, mais aussi la qualité de l'eau par rapport à quand on va développer des chemins, l'impact sur les milieux humides, tout ça. Il y a des lois qui sont provinciales que les municipalités respectent, mais eux vont aménager le territoire en fonction de ça. Donc, vont avoir à travers un schéma d'aménagement ou des règlements municipaux, un encadrement puis une responsabilité autour de l'eau. Puis les services, on parle de l'aqueduc en particulier, mais la gestion aussi pluviale, donc le ruissellement, tout ça, ce qui va rentrer, ce qu'on appelle le réseau
des eaux pluviales, ben, cette gestion-là aussi est souvent faite à travers les infrastructures municipales. Les OBV, on leur donne une responsabilité, mais c'est plus, je dirais, une responsabilité d'orchestration, de travailler la cohérence, donc aider les acteurs de l'eau qu'on appelle, les utilisateurs de l'eau, à avoir une planification à l'intérieur d'un bassin versant, puis après d'agir de manière cohérente, puis de passer à l'action. Donc, vont accompagner les acteurs dans leur passage à l'action autour du plan d'action qui est défini dans le plan directeur de l'eau. J'ai nommé les municipalités, donc ça implique aussi, d'une certaine manière, le ministère des Affaires municipales. Il y a des orientations gouvernementales qui sont données par le ministère aux municipalités, aux MRC, pour aménager le territoire en conséquence des lois qui existent au gouvernement, éventuellement. On peut penser aussi quand il y a des inondations en particulier, ça c'est frappant. Quand il y a des événements de sécurité publique, ben c'est sûr que le ministère de la Sécurité publique va définir un cadre. Et puis là, je reviens à la gouvernance tout le temps complémentaire. Là, les municipalités vont après, puis les MRC ont des schémas de couverture de risque, donc des façons de procéder quand il arrive des aléas comme des inondations. Fait qu'ils vont avoir des responsabilités à prendre là. Puis au final, dans tout ça, puis je vais prendre l'exemple, là, je parlais des inondations, mais on va prendre l'exemple de l'étiage. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau, l'étiage dans une rivière, c'est évident. Quand les puits sont surutilisés, puis la recharge des aquifères est pas évidente, ben souvent, il y a des municipalités qui vont avoir des plans de communication pour demander aux gens de ne pas arroser leur asphalte, parce que ça, tout le monde sait, ça ne pousse pas de l'asphalte, c'est pas comme des plantes, mais même pour le gazon, de pas arroser, même en temps de sécheresse, parce qu'à un moment donné, l'eau doit servir d'abord à la consommation humaine dans la ville. Fait qu'il va y avoir une demande de responsabilisation du côté de l'utilisateur aussi. Je dirais que quand on est conscient un peu de ce qui se passe, quand on est propriétaire, par exemple, d'un terrain, puis qu'on veut, par exemple, récupérer l'eau de pluie, gérer l'eau qui ruisselle sur le terrain, la façon qu'on utilise l'eau, si on a un puits artésien aussi, parce que c'est pas tout le monde au Québec qui est branché sur un système d'aqueduc. Donc, chaque propriétaire de puits est responsable de surveiller la qualité de l'eau dans son puits. Et souvent, il y a de l'accompagnement dans les municipalités là-dessus. Donc, je dirais que ça fait le tour. Puis on voit là à différentes couches, du provincial au régional, au municipal, puis même de manière individuelle, à chaque niveau. Chaque personne a une forme de responsabilité de l'eau parce que c'est collectif. Puis tout ça, quand je parlais de se synchroniser ou travailler ensemble, la gestion durable, on comprend que comme on est à peu près tous responsables à un certain niveau, ben l'idée de le faire de manière intégrée, de travailler tous ensemble, puis d'être mieux coordonnés, ben c'est ce qui rend la gestion durable. Ok, d'accord. On comprend maintenant qu'il y a plusieurs acteurs impliqués dans la gestion de l'eau. Et quels sont les défis actuels de la gestion de l'eau au Québec? Quel enjeu rend cette tâche complexe? Ben, ce que j'ai nommé, cette complexité-là est pas évidente parce que souvent, on va travailler par rapport à l'usage. On va voir l'eau comme de l'eau potable à consommer dans un système d'aqueduc. On va voir l'eau comme un intrant dans un processus industriel. Donc, associé à des emplois, on va le voir comme une menace physique dans des inondations duquel il faut se protéger. On va le voir aussi comme quelque chose à gérer à travers un système de gestion pluviale, là, des nous, là, des fossés dans une municipalité ou de tout un système pour gérer les surplus d'eau quand il y a des coups d'eau. Le fait de voir ça en silo, éventuellement, c'est ce qui crée la première difficulté parce qu'après, l'eau qui passe d'un système fluvial d'une municipalité qui serait autour d'un lac, là, si on va à Rouen, par exemple, ben c'est sûr que la municipalité se pose des questions sur le ruissellement parce qu'après, ça tombe directement dans le lac et là, ça joue sur la qualité du lac. Lac, qui est aussi un élément physique qu'on peut comprendre qui peut être un produit d'appel touristique ou qui peut être vu de toutes sortes de points de vue. Fait que là, l'eau de ruissellement, c'est plus juste par le pluvial, mais ça devient aussi l'eau du lac directement. Fait que là, on voit que la convergence est assez difficile à gérer. Fait que souvent, je dirais, le premier défi, c'est de comprendre la complexité. Le deuxième défi, c'est d'avoir le temps de se parler aussi. Parce qu'on est dans un monde où on tente d'être efficace. Puis l'efficacité à court terme se comprend bien, mais à moyen, long terme, quand on veut bien gérer l'eau, il faut se donner le temps, à travers tous nos processus, de pouvoir se synchroniser puis s'accorder. Si on n'a jamais le temps de se parler, on va plutôt se retrouver à gérer des conflits
à la petite semaine, comme on dit, au fur et à mesure, mais on veut essayer d'éviter ça, fait qu'il faut prendre le temps de voir venir, puis la synchronicité qu'on peut aller chercher, le fait de bien se synchroniser sur des enjeux, souvent va nous faire gagner du temps à très long terme. Puis c'est ça, je dirais, la deuxième difficulté autour de la complexité, c'est d'être capable de se projeter assez loin puis de voir les gains. De comprendre que les gains sont à moyen long terme. Quand on comprend bien ça, là, on accepte d'être un peu moins efficace dans le court terme et d'aller chercher des plus grands gains ou des gains beaucoup plus importants qui sont sur le moyen long terme. Parce qu'on parle quand on parle de changer des choses dans un écosystème, là, on parle pas de 2 ou 3 ans. Là, souvent, on va parler sur des plages de 10, 15, 20, 25 ans et plus. Fait que c'est à ces échelles-là qu'il faut réfléchir. Puis, je dirais, dans notre vie quotidienne, c'est un très gros défi de penser à moyen long terme. L'efficacité est souvent dans une réflexion sur des petits cycles. Ça, c'est un défi, je dirais, qui est général. Après aussi, c'est de comprendre la situation de l'autre, de se mettre dans la position d'un autre. Les agriculteurs au Québec nous nourrissent, ils ont besoin d'eau. Mais il y a des municipalités à côté qui, eux, utilisent l'eau, par exemple, de la même rivière pour alimenter l'eau potable. Et là, quand on tombe en étiage et qu'il y a moins d'eau, ben là, il faut avoir appris à se parler. Pas être obligé d'être pris à faire des choix déchirants, mais peut-être d'être plus préventif dans nos approches. Fait que le défi de la gouvernance durable de l'eau, je vais dire, c'est aussi de développer ces mécanismes de prévention-là à travers notre préparation, notre capacité de bien voir. On a beaucoup d'outils, puis il y a de la place pour en rajouter des outils au Québec pour mieux comprendre les dynamiques de l'eau, la quantité et la qualité, l'impact sur la quantité, l'impact sur la qualité. Puis ça, c'est des défis qu'il faut pratiquer ensemble pour être meilleur ensemble. Donc, ça nous prend des bonnes données. Et ça, c'est un autre des défis importants, c'est, je dirais, l'acquisition de données. Dans un monde où est-ce qu'on parle que les changements climatiques s'accélèrent, l'acquisition de données, c'est hyper important. C'est comme aller chez le médecin, puis que le médecin, il prend aucune mesure, pas de battement de cœur, pas de radio, pas de prise de sang, puis il va vous donner un diagnostic. C'est assez difficile à faire. Il faut se baser sur des données pour le faire. Puis au Québec, il y a encore de la place. On est dans des grands espaces, c'est ouvert, mais on a besoin de connaître encore mieux nos systèmes hydrique, parce que ça va nous permettre de prendre de meilleures décisions. Donc, il y a un gros enjeu sur l'acquisition de connaissances. Merci, Sébastien. Et on voit que face à ces défis, on peut aussi se demander quel rôle chacun peut jouer. Et c'est pour ça que, comme une dernière question, pourrais-tu nous dire comment les citoyens peuvent-ils s'impliquer ou mieux comprendre la gestion de l'eau dans les régions? Ben, la première chose, c'est de connaître son organisme de bassin versant. Je dirais, là, c'est souvent une mine d'or d'informations. Si vous venez sur le site du ROBVQ, là, robvq.qc.ca, puis vous allez dans la section sur les OBV, ben, il y a la liste des 40 organismes avec des liens vers leur site. Ça, c'est si vous savez pas le nom, si vous cherchez un peu OBV, vous marquez le nom de votre municipalité ou votre région, vous allez probablement tomber sur le nom de l'organisme. Allez déjà juste visiter le site pour voir la planification en est où, qu'est-ce qui est dit sur les enjeux de l'eau dans mon secteur. Ça, c'est s'informer. Vous pouvez vous informer auprès de votre municipalité aussi, parce que les municipalités, souvent, ont fait des campagnes de sensibilisation, accès à de l'information particulière, sont connaissantes des problématiques autour des puits ou des systèmes d'aqueduc. Tout ça, donc, s'informer auprès des instances qui sont proches de nous, ça, c'est votre première responsabilité. Hein, si vous avez un puits, vous avez une responsabilité par rapport à la qualité. Parce qu'il n'y a personne qui va aller chez vous cogner puis dire « Ah, ça se peut que tu as des coliformes dans ton eau. » Vous allez le savoir quand vous allez tomber malade. Mais c'est ça, il y a des responsabilités qu'on a. Puis quand on est bien informé, ben déjà, je parlais tantôt d'anticiper ensemble, mais comme citoyen, être capable d'anticiper seul, ben c'est d'abord d'être au courant. Donc, se connecter avec d'autres, puis déjà, sa municipalité, son OBV, c'est des bons endroits pour aller chercher de l'information. Après, de poser un peu plus de questions. On voit passer toutes sortes de nouvelles sur l'eau, mais des fois, de poser un peu plus de questions. Et si vous avez de l'intérêt personnel, ben, il y a toutes sortes de façons de participer. Les OBV ont souvent, je sais pas moi, il va y avoir
la collecte de déchets en rive, donc il y a des activités. Au Québec, il y a le mois de l'eau aussi, le mois de juin, qui est intéressant. Il y a beaucoup d'activités planifiées dans tous les secteurs du Québec, fait qu'il y a un grand calendrier, on peut voir ce qui se passe. On peut s'informer sur où on peut s'impliquer. Dans une collectivité, il y a toujours moyen de s'impliquer par rapport à l'eau. Il y a toujours un plan d'eau, quelque chose, il y a des activités. L'école, des fois, je sais qu'il y a des organismes aussi qui travaillent autour de l'éducation des jeunes, qui vont amener les jeunes en rivière, comprendre un peu quels sont les indicateurs de santé. La science citoyenne, en fait, on peut participer de toutes sortes de façons, mais souvent, il faut parler aux organismes présents dans son territoire, puis à peu près sûr qu'ils vont trouver quelque chose si vous voulez donner du temps. Ils vont vous trouver des activités intéressantes. Prenez la peine de vous poser la question sur vos intérêts. Mais après, il y a de la place si vous êtes autour d'un lac, puis vous n'êtes pas au courant, mais probablement que vous le savez si vous êtes autour d'un lac, s'il y a une association de lacs chez vous. S'il n'y en a pas, il y a des organismes qui peuvent vous aider aussi à réfléchir comment ça pourrait être possible. Mais s'il y a une asso de lac, informez-vous. Allez voir, eux, ils ont peut-être une étude ou ils ont de l'information pour vous sur le lac autour duquel vous habitez. Mais d'habitude, quand on est un riverain de lac, puis il y a une asso, on est assez au courant, là. Ou si vous venez d'arriver, demandez à vos voisins, puis ils vont vous en parler aussi. Dès qu'il y a un plan d'eau, il y a automatiquement un organisme qui en fait le suivi. C'est sûr que plus vous êtes éloigné ou dans des petites communautés, plus les organismes qui font les suivis risquent d'être un peu plus loin, mais il y a toujours moyen de trouver là-dessus. Fait que posez-vous la question sur vos champs d'intérêt, puis assurément qu'il y a une façon de répondre à un besoin ou un désir de vous impliquer. Ça, il y a pas de problème. Puis commencez par le ROBVQ. Venez sur le site robvq.qc.ca. Il y a déjà beaucoup d'informations là-dessus, vers des partenaires aussi. Ça nous fera plaisir de vous guider puis de répondre à vos questions. Et merci beaucoup, Sébastien, pour toutes ces explications claires. Ça me fait plaisir, Michael. Et on voit maintenant à quel point la gestion durable de l'eau est un travail collectif et stratégique où chaque acteur et chaque citoyen peut jouer un rôle. On espère que cette capsule vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement de l'eau au Québec et à voir comment chacun peut s'impliquer. Vous pouvez aussi apprendre plus sur l'hydrologie dans le module 1 de Formo. Merci et à bientôt.